Hey, salut tout le monde! Et ben voilà, ça y est, c'est fait, la KW11 est sur les routes, elle a fait son baptême du feu, et donc je vais vous proposer tout simplement de voir comment ça se conduit, de voir pourquoi c'est pas si débile que ça comme modification, et surtout combien ça coûte. Alors premièrement, d'où m'est venue cette idée? Alors j'avais déjà cette idée qui me trottait en tête parce que il y avait une légende urbaine qui disait que le K20 pesait quasiment le même poids que le 4AGE, et puis après, j'ai eu un coup de chance, entre guillemets, du destin, dans le sens où mon 4AGE a rendu l'âme. Du coup, je me suis dit, ce serait une bonne occasion pour mettre un K20 dedans. Et donc, je me suis dit, voilà, la NSX c'est une voiture fantastique, c'est une voiture de rêve, et pourquoi pas s'en faire une, mais version du pauvre. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec cette MR2 AW11, c'est-à-dire que c'est un peu une NSX du pauvre, c'est pour ma NSX. Bah ouais, on a un coupé 2 places avec un moteur en position centrale arrière, des feux escamotables, et surtout un VTEC. Et niveau rapport poids-puissance, on n'est pas très loin. Donc du coup, je vous présente la NSX du pauvre. Alors déjà, pourquoi c'est peut-être pas si débile que ça de mettre un 2,16 litres soupape Honda dans une MR2 AW11? Eh ben vous le savez peut-être pas, mais la MR2 est pas si légère que ça. Pourtant c'est un coupé, il n'y a pas de place à l'arrière, il n'y a pas d'arbre de transmission, et elle pèse quand même dans les 970, entre 970 et 980 kg. Donc si vous comparez ça à une EG, c'est quand même beaucoup plus lourd. Mais alors pourquoi? Alors c'est très très simple. Une EG, c'est une hatchback, donc il y a deux volumes à l'intérieur. Il y a la baie moteur et l'habitacle coffre. Ici, on en a quatre. On a le coffre à l'avant, l'habitacle, la baie moteur et le coffre à l'arrière. Ce qui nous fait 5 cloisons. Et donc, 5 cloisons, ça fait plus de métal et ça fait surtout beaucoup plus de rigidité. Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est pas si débile que ça de mettre un 2,16 litres soupape de Honda dans une MR2. C'est-à-dire que la caisse est capable d'encaisser le surplus de puissance et les 10 kg de plus du K20, enfin 10-13 kg de plus du K20. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, je ne sais pas si vous avez déjà été amené à découper une coque d'AW11, bon certainement pas, mais si vous le faites, vous verrez qu'il y a des tôles extrêmement épaisses et qui sont en sandwich de partout. Et c'est vraiment une coque qui est extrêmement rigide. Et puis comme c'est de coutume chez Toyota, on va dire que tout est carrément surdimensionné. Pas comme chez Honda où au contraire on a tendance à se dire bon on va faire un petit peu plus petit au niveau des trains roulants et du châssis et tout ça j'entends. Hein. Où Toyota font vraiment dans le surdimensionnement. Ça m'a vraiment choqué dans l'AE82 où on voit vraiment pareil des empilements et des entassements de tôles superposées, soudées de partout. Ce qu'on retrouve pas tellement dans les caisses 2D quand on les découpe, c'est très très flagrant. Comme tout bon swap qui se respecte, il a fallu trouver une donneuse d'organes. Et que fait un Français pour trouver un K20 pas cher? Il traverse la Manche, il va en Angleterre, il récupère une EP3 et tout ce dont il a besoin dessus pour le swap. Bon, j'en ai aussi profité pour aller récupérer quelques pièces, dont une qui a été vraiment un élément indispensable pour le swap, c'est-à-dire une baie moteur complète d'AW11. Parce que quand on bosse sur chandelle, swapper une voiture avec un moteur central arrière, c'est une galère pas possible parce qu'il faut lever la voiture, tout se fait par en dessous, la lever, la redescendre, la lever. Et je voulais absolument pas avoir affaire à ça. Donc j'ai demandé à Neil Jones, c'est un mec qui se situe au Pays de Galles, qui a récupéré un tas de MR2 AW11, de me découper la baie moteur. Et franchement, je le remercierai jamais assez pour ça parce que c'était vraiment ce qu'il m'a dit, a pain in the ass, à savoir vraiment chiant quoi. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les tôles sont vraiment épaisses, il y en a beaucoup, et puis c'était vraiment chiant quoi. Dans le cahier des charges que je me suis fixé pour la construction de cette KW11 ou la NSX du pauvre, il fallait qu'elle soit vraiment confortable, mais genre le confort qu'on est en mesure d'attendre d'une voiture d'origine. Donc pas question d'opter pour des supports moteurs ultra rigides avec des polyuréthane et tout ça, parce que de toute façon le TPS n'aurait pas résisté, c'est super fragile sur les K20. Donc je me suis mis en tête d'adapter les supports moteurs de l'EP3 dans la W11. Et c'est ce qui a fait en sorte notamment que je n'ai plus de ventilateur d'habitacle. Mais c'est pas un gros problème, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Il fallait aussi ne pas du tout sacrifier
l'ergonomie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour mettre des bagages. C'est une voiture avec laquelle j'ai envie de faire beaucoup de kilomètres, de longs parcours, et donc il fallait que je puisse quand même accueillir beaucoup de bagages. Donc dans le coffre arrière, donc pas question de mettre une boîte à air ou une batterie dans le coffre, pas question de mettre le calculateur dans le coffre non plus. Et pareil, je voulais pas non plus sacrifier le coffre à l'avant, donc je voulais pas mettre la batterie, mais hey, je l'ai mise quand même. Heureusement, j'ai quand même réussi à fabriquer un espèce de petit fond plat, assez coquet, pour pouvoir mettre l'indispensable à tout possesseur de VTEC. Donc bien sûr, on a de l'huile pour commencer, et un petit peu de littérature pour se dire à quel point notre moteur est fantastique et merveilleux, n'est-ce pas ? Alors je vous avais expliqué pourquoi ce swap n'était pas si débile en soi. Bah, c'est très simple, le K20 fait environ 13 kg de plus que le 4AGE. Et donc ça, c'est des kilos qu'on peut aisément récupérer par exemple sur les amortisseurs. Là, les combinés filetés au total, ils pèsent 8 kg, quasiment 8 kg et demi de moins que les amortisseurs d'origine. Donc là-dessus, on arrive à gagner. Les ailes avant en fibre sont quand même beaucoup plus légères que les ailes en acier d'origine. Et la roue de secours que j'ai remplacée par une galette 2D9 sont autant d'éléments qui font en sorte que les 13 kg supplémentaires du moteur ne vont pas se sentir. Mais alors là, vous allez me dire, mais quid de l'équilibre d'origine de la voiture? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je voulais absolument pas déjà mettre la batterie dans le coffre, mais je me suis dit que pour ne pas ruiner l'équilibre de la voiture, c'est ce que j'allais faire quand même. Donc la batterie qui pèse 13 kg, je l'ai mise devant. Ce qui fait qu'on devrait rester dans le même équilibre avant-arrière niveau poids. Donc c'est un des arguments qui fait en sorte que c'est pas si débile que ça de mettre un K20 dans une AW11. Alors parmi les plus grandes difficultés du swap, il y a eu déjà le positionnement du moteur. Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je voulais absolument pas avoir à modifier la balance de la voiture. Et donc ce qui fait en sorte qu'il a fallu que je le passe le plus en avant possible. Et donc comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de marge entre le collecteur d'admission et la cloison moteur. Donc ça a été un défi assez tendu, surtout qu'il fallait aussi anticiper le mouvement du moteur quand la voiture se déplace, et en frein moteur et en accélération. Après, il y a eu le côté faisceau, parce que j'aimerais revenir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils swappent des K20, adaptent des alternateurs de B18 ou de B16 ou de trucs dans le genre. Mais il a pour particularité, l'alternateur du K20A2, de fonctionner sur la charge. Plus on consomme de courant dans la voiture, et plus l'alternateur va charger. Alors ça permet des économies de carburant, mais en plus d'économiser un peu de chevaux. Et donc c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur de garder. C'est-à-dire que quand on swap un moteur, je pense qu'il faut vraiment garder tout ce qui fait en sorte que ce moteur soit un bon moteur. Et donc l'alternateur et la charge variable en fait partie, quoi. Ensuite, pareil, il me tenait à cœur de garder la prise diagnostique de l'OBD2 parce que des fois c'est super pratique de brancher un petit smartphone pour voir un petit peu comment tout se comporte, ou pour pouvoir même mesurer les performances de la voiture, ce que j'ai pas encore fait. Et puis au cas où il y a un petit souci, de pouvoir faire un petit diagnostic assez rapide et sans se prendre la tête. Donc ça a été aussi un des trucs assez compliqués à faire au niveau du faisceau. Après, il y a eu la localisation de l'écu. Parce que sur le 4AGE, l'écu est complètement sur la cloison du coffre, côté baie moteur, enfin, est dans le coffre. Mais là, le problème avec le K20, c'est qu'on a l'échappement. Et donc l'échappement va faire rayonner toute la chaleur sur la cloison du coffre, et donc transmettre toute la chaleur au calculateur. C'est un truc que je voulais absolument pas en fait.
Et ce qu'il a fallu faire, c'est déplacer le calculateur un peu plus loin. Donc je l'ai mis dans l'aile arrière pour qu'il soit vraiment au frais. Donc il y avait ça. La commande de boîte, ça aussi, ça a été un sacré casse-tête. Parce que si au niveau de la sélection 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y avait pas vraiment de problème. Pour la sélection gauche-droite, donc pour aller de 1, 3, 5, là il a fallu inverser la commande. Et ce que je voulais surtout, c'était garder le feeling qu'on a dans les commandes de boîte Honda d'origine. Et donc ça a été vraiment un truc qui m'a pris beaucoup de temps et sur lequel je me suis vraiment pris la tête. Mais du coup je le regrette vraiment pas, parce que le feeling est absolument comme celui d'origine sur les EP3. Et ça, c'est vraiment très cool. Le VSS aussi, ça a été une partie assez compliquée, donc c'est le Vehicle Speed Sensor, parce que sans le VSS, pas de VTEC. Et donc il fallait absolument que le calculateur ait une information vitesse. Et donc pour ce faire, il a fallu se repiquer sur l'indicateur de vitesse d'origine de la W11. Et pour ça, il a fallu quand même garder le câble de la W11. Mais comme vous êtes peut-être censé le savoir, sur le K20A2, c'est une information par faisceau électrique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de câble, donc c'est le faisceau qui sort directement de la boîte de vitesse. Donc pour réussir à avoir l'info vitesse à partir du compteur d'origine de la W11, j'ai dû opter pour un VSS de B18C6, donc qui lui a aussi un connecteur électrique, mais qui quand on le démonte, par magie, a exactement le même téton que les 4AGE. Donc ce qu'il y a, c'est que j'ai dû faire un adaptateur pour plugger le câble sur la boîte de vitesse, et ça fonctionne. Alors après, je me suis dit qu'avec le 185-74, que la vitesse aurait peut-être carrément faussé, parce que d'une, on a un K20, on a un capteur 2B18C6 avec un compteur KW11 en 14. Je me suis dit, mais la vitesse va être complètement dans les choux. Et après une rapide vérification au GPS, il se trouve que je suis 10 km/h plus vite que la vitesse réelle au GPS. Ce qui fait qu'on est exactement dans les choux comme d'origine. Et c'est plutôt cool. Bon, après, je vous cache pas que j'ai eu un petit souci, que le câble du compteur de vitesse s'est cassé et que je l'ai réparé avec une clé de serrure. Oui, avec une clé de serrure. Et c'est toujours ce que j'ai là et ça marche toujours. J'ai fait 800 km avec et ça fonctionne. Donc pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Et si ça pète vraiment, je commanderai un autre câble. Alors, à conduire, qu'est-ce que ça vaut? Comment se comporte cette KW11? Alors, aussi fou que ça puisse vous paraître, malgré le fait que je sois en 14 pouces, bon c'est du 195, hein, avec des pneus Blue Earth Energy, donc c'est des pneus qui sont censés résister le moins possible pour économiser le plus de carburant. Et ben ce que je vais vous dire va peut-être vous étonner, mais elle grippe presque trop. Et oui, en fait si vous voulez, comme on reste sensiblement pareil niveau poids, la voiture se comporte vraiment comme avant, absolument pareil. Mais ce qu'il y a, c'est que, aussi fou que ça puisse paraître, le K20A2, il a pas encore assez de couple à bas régime pour pouvoir casser la motricité du 14 pouces en 195, parce que avec le transfert des masses, bah, du coup on a vraiment tout le grip, le transfert de masse et le différentiel à glissement limité. On a vraiment tout le grip nécessaire à ressortir des courbes avec le plus de grip possible en fait. Et c'est vraiment étonnant. Pour pas vous mentir, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus de peps et que à la remise des gaz, on puisse vraiment directement entretenir un contre-braquage. Pour faire ça, il faut vraiment la forcer. Il faut vraiment lui dire, voilà écoute, j'ai vraiment envie de glisser. Et à ce moment-là, elle va glisser. Et là, elle sera vraiment délicate, et la glisse sera vraiment super délicate à entretenir. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller sur les gaz et puis mettre son coup de gaz et puis l'entretenir comme c'est le cas sur une propulsion à moteur avant. Là, elle va vraiment mettre des coups de raquette. Pas du snap over steer comme tout le monde appelle ça, mais là c'est vraiment le coup de raquette à la remise des gaz. Donc c'est vraiment pointu à conduire. Un peu plus qu'avant je dirais, si on veut la faire glisser. Si par contre on veut vraiment profiter du grip, d'avoir cette sensation de puissance qui arrive de par le train arrière, là c'est royal. On saute de courbe en courbe
surtout que j'ai un petit peu augmenté la chasse. Et donc du coup on a vraiment cette sensation ferme et qui s'allège quand on saute d'un banking à l'autre. C'est vraiment un régal. Et j'ai été amené à essayer de suivre un CRX VTEC donc en semi-slick avec des Advan Neova sur l'ancien tracé du circuit de Charade qui lui envoyait vraiment très fort. Et là j'ai dépassé un petit peu les limites de la voiture. Et c'est vraiment à la remise des gaz, quand tu essayes d'être propre, qu'elle va te dire bon bah là on y va. Et là on va pouvoir profiter un petit peu de cette glisse. Mais c'est vraiment quand la voiture vous y invite que vous pouvez profiter de ce petit moment de glisse. Alors que si vous voulez vraiment la provoquer, là il va vous falloir vraiment des réflexes de félin pour profiter de ce moment là. Il faut vraiment attendre qu'elle vous invite à glisser. C'est vraiment un balai qui se partage à deux. C'est l'amour partagé. Ensuite, vous êtes aussi en mesure de vous demander comment ça se comporte au niveau du freinage, parce que là j'ai des EBC Yellow Stuff, donc j'en étais assez content au début avec le 4 AGE, parce que d'origine les freins de la MR2 sont assez bien dimensionnés, donc avec un peu plus de mordant c'est ok. Mais là c'est vrai qu'avec le K20, je me retrouve des fois avec des sensations un peu bizarres quoi. Le freinage est vraiment pas constant et les plaquettes sont super sensibles à la température. C'est-à-dire qu'il y a une plage d'utilisation de température qui est très restreinte, j'ai l'impression. Et donc par exemple, si on reste pendant un certain temps sur une ligne droite, plus rien, il faudra vraiment taper dans les freins pour pouvoir avoir un semblant de mordant. Et ça, c'est assez dérangeant parce qu'on ne sait jamais vraiment où on en est. Et c'est pas cool. Donc du coup, je voulais passer sur des Project Mu et c'est ce que je ferai quand j'aurai un peu, enfin quand celles-là seront usées. Mais pour le moment, ça va, c'est ok. Et donc du coup, comme ça n'est pas vraiment en confiance, bah, ça donne, on fait pas non plus le taré sur les routes. Donc on sait que le freinage est moyen. Il est moyen, mais c'est ok, hein. Je veux dire, si j'ai envie de m'arrêter, si j'ai envie d'attaquer et tout, je peux, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste le feeling à la pédale, enfin, le mordant qui n'est pas constant, il n'est pas là tout le temps. Donc ça, c'est un petit point négatif, mais qui est ok pour une voiture de 1987. Hein. Faut pas non plus s'attendre à avoir les perfs pneumatiques dernière génération. Alors en utilisation normale, après, ben, il n'y a absolument pas de bruit, pas de vibration. Niveau consommation, c'est comme ce qu'on est en mesure d'attendre d'une EP3, voire un petit peu moins. Et c'est vraiment un régal, c'est-à-dire que on peut rouler en ville tranquille. Ah si, il y a quand même l'embrayage, c'est un Exedis stage 1 qui est un peu plus dur que d'origine et on sent quand même dans les embouteillages, on sent que c'est beaucoup plus ferme que d'origine. Donc ça c'est un petit point négatif parce que je voulais vraiment un truc qui soit un peu souple et tout, mais bon, ne vous inquiétez pas, je vais m'en accommoder très facilement, c'est pas un problème. La commande d'accélérateur aussi, donc le ratio entre la pédale d'accélérateur, le levier en fait, et le papillon du K20 fait en sorte que ça fait un tirage court malgré moi. Mais c'est pas plus mal, hein. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment... la sensation est assez ferme. Et du coup on est très vite à fond. Alors ensuite, il y en a pas mal d'entre vous qui se sont dit bah il va finir par la mettre sur circuit quoi. Vraiment voilà, la voiture elle lui plaît trop. Et il va lui mettre des semi-slicks et il va finir sur piste avec. Et ben je vais vous montrer une seule bonne et unique raison pour laquelle je ne la mettrai pas sur piste. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, quand on essaye de mettre ça, qui est indispensable quand on fait du circuit, eh ben, ça ne passe pas. Donc, voilà pourquoi je ne mettrai pas cette voiture sur circuit.